Votre journal démarre sur les antennes de Média Afrique News. Nous sommes en direct à travers tout le continent africain, à Nairobi au Kenya, à Bamako au Mali, à Durban en Afrique du Sud et à Malabo en Guinée équatoriale. Voici les titres. Au Mali, le président Assimi Goïta a procédé au remaniement ministériel. Le chef de l'État malien a choisi 13 nouveaux ministres. Au Maroc, la population aurait dépensé près de 18 milliards de dirhams pour la célébration de la fête de la Tabaski. Nous verrons tout cela. À Madagascar, le congrès du parti J'aime Madagascar, formation politique de l'opposition, s'est tenu samedi dernier à Antananarivo, la capitale malgache. Objectif, désigner le candidat qui devra concourir face au président Rajoelina lors de la prochaine élection présidentielle. C'est devant sa base militante que Marc Ravalomanana, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle et par ailleurs ancien président de la République malgache, a annoncé sa candidature samedi dernier. Après avoir appelé au rassemblement, il s'est posé en acteur du changement en assénant des critiques virulentes vis-à-vis de son adversaire Rajoelina. Il a promis de répondre aux problématiques de malnutrition, du chômage des jeunes et de la malgouvernance. Le président Rajoelina, qui confiait avec assurance en février dernier qu'il serait réélu en cas de candidature, devra donc se rendre à l'évidence car la tâche ne sera pas aussi facile qu'il espérait, d'autant plus qu'il fait face à deux situations qui pourraient lui coûter son fauteuil. La première, c'est son bilan économique car le pays fait face à une grave crise économique dont les effets se font sentir par une baisse du pouvoir d'achat des ménages de l'ordre de 45% par rapport à son niveau de 1960. Ce pays qui connaît un fort taux de fécondité ne parvient pas à offrir des perspectives à sa population du fait de l'irrégularité du taux de croissance. Conséquence, 81% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais le président de la République malgache doit également faire face à une polémique d'ordre juridique cette fois et de loin la plus grave puisqu'il pourrait être écarté de la course à la présidentielle après que des révélations ont fait état de sa prise de nationalité française en 2014 alors que la constitution de l'île Rouge est claire à ce sujet. Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malgache. Fin de citation. Avec une telle précision du texte, on ignore comment le chef de l'État pourra sortir de cet imbroglio. Le désormais candidat Ravalomanana et ex-président de la République malgache qui avait été chassé du pouvoir en 2009 par une rue instrumentalisée par son opposition dont Rajoelina, alors maire d'Antananarivo, et par les militaires, entend bien capitaliser sur ces deux facteurs pour aussi en quelque sorte prendre sa revanche après plusieurs années d'exil et de prison. Au Mali, le président Assimi Goïta a procédé le week-end écoulé à un remaniement partiel du gouvernement au lendemain de l'annonce du retrait de la mission de l'ONU dans le pays. Au total, ce sont donc 16 nominations, dont 13 nouvelles têtes qui intègrent le gouvernement de transition, soit 8 jours seulement après le résultat du référendum. Ce samedi, le chef de la junte Assimi Goïta a procédé au remaniement du gouvernement de transition, quelques jours seulement après le résultat du référendum pour un projet de nouvelle constitution. En contrepartie, les poids lourds du régime qui occupent des postes stratégiques tels que le ministère de la Défense, des Affaires étrangères et de la Justice ont été reconduits à leur poste. Au total, ce sont donc 13 nouveaux ministres qui ont intégré le gouvernement de transition sur les 16 nominations. Par ailleurs, 3 autres membres du gouvernement ont été mutés et un représentant emblématique de la coordination des mouvements de l'Azawad, principale alliance d'anciens rebelles dans le Nord, a quitté également le régime de la junte alors que les tensions sont vives entre les deux partis. Rappelons que le projet de nouvelle constitution a été approuvé par les Maliens à 97% des voix. Un plébiscite pour les militaires au pouvoir, bien que le vote ait été entravé dans de nombreuses localités du centre et du nord par la crainte des attaques djihadistes. Les militaires ont fait de la défense de la souveraineté l'un de leurs mantras et ont poussé vers la sortie la mission de l'ONU après avoir déjà rompu en 2021 les relations avec son ancien partenaire la France pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie. Samedi 1er juillet 2023, la Namibie a ouvert la chasse annuelle en mer, une activité au cours de laquelle près de 86 000 otaries à fourrure seront capturés et abattus en dépit des conséquences néfastes sur l'écosystème décrié par les défenseurs de l'environnement dans le pays.
En Namibie, sur la côte des squelettes, on y retrouve de nombreux otaries à fourrure de la famille des otaridés. Ces mammifères marins différents du phoque sont énormément chassés à cause de leur fourrure très prisée. C'est pourquoi l'Union européenne en 2009 a interdit l'importation d'otaries, ce qui a fait baisser considérablement la forte demande en provenance de l'Europe. La Namibie est le seul pays de l'hémisphère sud à autoriser la chasse commerciale des otaries selon des organisations spécialisées. Cette activité a d'ailleurs suscité des discussions auprès des associations de protection des animaux qui la qualifient de cruelle, notamment Noel Dreyer, cofondateur d'une organisation pour la préservation de l'environnement océanique en Namibie, qui s'est offusqué que le gouvernement prenne une telle décision sans tenir compte de la baisse de la demande ni de la recherche scientifique. Le pays compte une population d'otaries estimée à 1,6 million d'individus. Selon les autorités, cette chasse est une solution car les otaries, par leur consommation de poissons, menacent l'industrie de la pêche, une activité cruciale pour l'économie namibienne. Notons qu'en juin, des permis de chasse pour 80 000 bébés et 6 000 adultes pour la saison de pêche ont été accordés. Cette chasse est également pratiquée au Canada, en Islande, en Norvège, en Finlande et en Groenland. Le Haut Commissariat au Plan vient de publier une note sur les dépenses de consommation des ménages lors de la fête de l'Aïd al-Adha cette année. Selon les chiffres du HCP, les Marocains ont dépensé plus de 18 milliards de dirhams lors de la célébration de cette fête religieuse. Plus de détails avec Pierre Essonozué et Serge Mavungo. Un véritable record pour un pays musulman en Afrique. En effet, pour la fête de l'Aïd al-Adha au royaume chérifien en 2023, les dépenses des populations durant cette période se sont élevées à plus de 19 milliards de dirhams, rapporte le Haut Commissariat au Plan. Dans une note soulignée de l'économiste Abdeljouad Azrari à l'Observatoire des conditions de vie des populations au HCP, le spécialiste est revenu sur les détails des dépenses effectuées par les ménages marocains, et ce, malgré une conjoncture économique difficile. Une tendance qui, selon le Haut Commissariat au Plan, se justifie par le fait que la fête de l'Aïd al-Adha constitue un événement important pour les Marocains, particulièrement en ce qui concerne les contraintes matérielles qui pèsent sur leur budget, d'autant plus que cette année est marquée par des tensions inflationnistes. Comparé aux années antérieures, l'étude du HCP révèle que le poids de ces dépenses dans leur budget mensuel est de 42% pour les 10% des ménages les plus défavorisés, contre 13,3% des 10% des ménages les plus aisés. Selon les données d'enquête nationale sur les ressources de revenus et les dépenses de consommation des ménages réalisées par le Haut Commissariat au Plan, le rituel du sacrifice à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha n'a pas été accompli par 7,9% des ménages en 2019-2020, soit 9,6% en milieu urbain et 4,1% en milieu rural. Cette proportion était de 4,7% en 2013-2014 et de 5,2% en 2000-2001. Entre 2019 et 2023, le prix de la viande a enregistré une augmentation annuelle moyenne de 5%, soit 7,2% entre 2021 et 2023. Cette augmentation aurait des répercussions sur le prix moyen des animaux d'abattage à l'occasion de l'Aïd al-Adha en 2023. Selon le rythme d'évolution des prix de la viande durant cette période, le prix moyen des animaux d'abattage est estimé à 2400 dirhams en 2023, portant ainsi les dépenses totales des ménages lors de cet événement à plus de 18 milliards de dirhams. En soulignant que le caractère sacré de cette occasion pousse de nombreuses familles à mettre le prix nécessaire malgré les difficultés économiques rencontrées potentiellement par les ménages les plus modestes. Il faut dire que les mesures gouvernementales décidées par les responsables ces derniers mois ont sans nul doute permis d'atténuer l'impact de l'inflation sur les bourses des ménages les plus pauvres. En République démocratique du Congo, à l'est, plus précisément dans la ville de Goma, Rémi Seguiobe Bahati, un jeune entrepreneur, a lancé une série de formations professionnelles gratuites au profit des jeunes pour les empêcher d'intégrer les groupes armés. Au moins 3500 jeunes seront formés durant 3 mois dans 9 filières différentes.
Remi Seguiobé-Bahati, ce jeune entrepreneur de Goma, reste déterminé avec sa fondation à encadrer les jeunes pour les empêcher à intégrer les groupes armés par manque d'occupation. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans des groupes armés. Il y a beaucoup de jeunes qui sont même dans le système communément appelé 40 voleurs parce qu'ils manquent à faire, parce qu'ils ne sont pas occupés. Lundi, il a lancé la deuxième promotion de formation professionnelle gratuite. Au moins 3500 personnes, parmi lesquelles un bon nombre de jeunes filles et garçons seront formés dans 9 filières de métiers par la Fondation Remi Seguiobé. Nous avons toujours milité pour l'autoprise en charge. Nous avons toujours sensibilisé les jeunes de se prendre en charge et on ne peut pas sensibiliser les jeunes sans être pratique. Nous avons voulu être pratique. En étant pratique, c'est d'organiser ce genre de formations qui vont devoir aider nos jeunes à se prendre en charge dans l'avenir. Plusieurs jeunes ont répondu présents à cette première journée et certains s'inscrivent déjà pour ne rien rater. On ne sait jamais dans la vie. Demain, après demain, cette conduite que je venais de choisir, on peut m'appeler dans une organisation, on peut m'appeler quelque part, un chauffeur privé. Et déjà là, je serai en train de profiter quelque chose, au lieu de rester comme ça dans les néants. Ces formations qui rentrent dans les cadres du projet avec la Fondation Remi Seguiobé Construisons notre avenir ont pour objectif de doter aux participants des connaissances utiles pouvant leur permettre de se lancer dans le monde de l'autoprise en charge par l'entrepreneuriat et les métiers ainsi, mettre l'homme au centre de son développement. Les apprenants venus du quartier Bujovu, Majengo et Ndosho, dans la commune de Karisimbi, vont bénéficier de cette formation dans 9 filières de métiers, dont la maçonnerie, la coupe et couture, l'informatique, la conduite automobile, la plomberie, l'anglais, l'entrepreneuriat, l'art culinaire, la fabrication de jus, l'alphabétisation et l'électricité. La Fondation Remi Seguiobé a disponibilisé des matériels de pratique pour chaque filière sous les guides d'enseignants sélectionnés et disponibles pour permettre aux apprenants de marier la théorie à la pratique. Permettre au Kenya de créer des emplois dans les secteurs économiques en lien avec la forêt, c'est l'objectif affiché par William Ruto en levant l'interdiction de l'exploitation forestière dimanche 2 juillet dernier. Une décision qui est loin de réjouir les mouvements écologiques. Dimanche 2 juillet, William Ruto, le président kényan, a annoncé la levée de l'interdiction sur l'exploitation forestière. Selon lui, cette décision, qui est attendue depuis longtemps, vise à créer des emplois et à permettre le développement des domaines économiques en rapport avec la forêt. Il a par ailleurs affirmé qu'avoir des arbres matures qui pourrissent dans les forêts alors que les Kenyans ont besoin de bois est une hérésie. Imposée par les autorités kenyanes en 2018 afin d'éradiquer l'exploitation forestière illégale endémique et augmenter la couverture forestière du pays à 10%, la levée de cette interdiction inquiète les organismes écologiques. Pour Greenpeace Afrique notamment, celle-ci aurait des conséquences désastreuses sur l'environnement. Ainsi, l'ONG craint que cette décision, qui est selon elle motivée par le profit, n'ouvre les vannes de l'exploitation forestière illégale alors que les forêts abritent des espèces rares et que des millions de personnes en dépendent pour leur subsistance afin de se nourrir et de se soigner. Les relations entre l'Afrique et la Chine sont au beau fixe, la preuve avec l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique. La 3e édition de cette coopération bilatérale qui s'est tenue à Changsha, en Chine, du 29 juin au 2 juillet dernier, a été l'occasion pour les acteurs économiques des deux bords de signer plusieurs partenariats avec des montants records. Du 29 juin au 2 juillet, la ville de Changsha, dans la province de Hunan en Chine, était la capitale de l'économie transfrontalière entre l'Afrique et la Chine. En effet, cette cité de l'Empire du Milieu a accueilli l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique dans sa 3e édition. Un rendez-vous marqué par une nouvelle stratégie de coopération économique. La coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique s'est élargie, passant du commerce traditionnel au domaine numérique, écologique et financier. L'importation de produits agricoles en provenance d'Afrique présente un grand potentiel de coopération. Tous ces éléments ont fortement encouragé le développement de la coopération entre les deux parties. L'exposition économique et commerciale a enregistré un nombre record d'exposants et de produits africains présentés, augmentant respectivement de 170% et de 166% par rapport à l'édition précédente. Toute chose qui a permis la signature de 120 contrats d'un montant total de 10 milliards de dollars.
Initiée en 2019, l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique a vu la participation de 53 pays africains, 12 organisations internationales et plus de 1700 entreprises, associations commerciales, chambres de commerce et institutions financières chinoises, mais également africaines. Rappelons que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique avec par exemple un montant des échanges bilatéraux élevé à 282 milliards de dollars en 2022. L'actualité hors de nos frontières. Aux États-Unis, la disparition d'un adolescent de 17 ans en 2015 se conclut de façon heureuse. Le jeune homme, qui a maintenant 25 ans, a été découvert inanimé à l'extérieur d'une église samedi à Houston, au Texas, rapporte la chaîne américaine CNN. Rodolphe Rudy Farias IV était porté disparu depuis le 6 mars 2015. C'est un appel au 911 qui a mené à sa découverte. Mais où était Rudy durant 8 ans? Ce n'est pas clair selon CNN. Le mystère perdure pour le moment. Le Vietnam a interdit la méga-production américaine très attendue Barbie en raison de scènes montrant une carte sur laquelle figurent les revendications de Pékin sur la mer de Chine méridionale, ont rapporté les médias d'État ce lundi. Cette carte montre une délimitation géographique propre à la Chine, dite la ligne en 9 pointillés, qui définit les revendications de Pékin sur ces eaux contestées sur laquelle Hanoï a des revendications rivales. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Media Afrique News avec des flashs 9h, 13h et 18h sur différentes plateformes. On se retrouve demain.